Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffira. Ça va, ça suffira. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant Pur Cinéma, le podcast cinéma de Cholet reçoit aujourd'hui le réalisateur Fred Grivois à l'occasion de la diffusion de la série Je sais pas, actuellement disponible en intégralité et gratuitement sur la plateforme France.tv. Fred, salut, comment ça va ? Bien. Et toi? Ça va super, merci. Avant tout, sache qu'un message t'est destiné, quelqu'un que tu connais a souhaité te laisser un message, tu le découvriras à la fin de cette interview. Ah la vache, ça c'est risqué. La série est adaptée du livre Je sais pas de Barbara Abel. À quel moment tu entends parler de ce livre et à quel moment l'adaptation de ce livre devient un projet ? Alors, c'est dans l'autre sens que ça s'est passé en fait. J'ai reçu les scénarios qui m'ont été envoyés par le producteur, Sébastien Charby. Euh, je sais plus ce que j'ai lu. J'ai lu que les deux premiers à ce moment-là. Je parle donc de l'adaptation faite par Olivier Prieur. Le cliffhanger du deuxième épisode m'avait scotché. Je me disais, waouh, ça c'est pas commun, c'est pas un truc qu'on voit souvent et c'est pas un truc qu'on ose faire souvent. Et donc ça me plaisait beaucoup, la thématique me plaisait, etc., etc. Il se trouve que euh, je sais plus si ça m'est en fait complètement sorti de l'esprit parce que je pensais déjà à ce que ça pouvait donner, ou je sais que les premières versions que j'avais reçues n'avaient pas de couverture. J'avais reçu ça en PDF. Enfin, tu vois, c'était pas une version papier. Et donc, j'avais complètement zappé que c'était une adaptation de bouquin. Je ne sais pas si je l'ai su, en fait. Voilà, quelqu'un me l'a dit, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre, parce que j'étais déjà en train Surtout que Lola Devers était déjà attachée au projet avant moi. Un jour, pendant le tournage, ma première assistante vient me voir, elle me dit ouais, t'oublies pas, demain, il y a l'autrice qui vient. Je dis mais c'est pas une autrice, c'est un auteur. Enfin, je parlais d'Olivier, moi. Elle dit non, non, l'autrice du bouquin. Je dis bouquin, mais quel bouquin? Et voilà. Et en fait, ça m'est revenu en plein tournage, ou peut-être que je l'ai appris en plein tournage, ce qui est possible aussi, parce que voilà, je devais être concentré sur d'autres choses. Et je me suis dit, mais merde, oui, effectivement, oh là là, zut. Du coup, je n'ai jamais lu le livre. C'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit à Barbara, on a fait une interview ensemble. Je lui ai dit l'autre jour, ça l'a fait bien rigoler. Parce que, en fait, une fois qu'on est dedans, il vaut mieux pas. Surtout que voilà, l'écriture, j'ai donné un coup de main à l'écriture parce que les deux derniers n'étaient pas complètement écrits quand on a commencé à bosser, etc. Donc, une fois que j'étais dedans, je voulais plus me parasiter, je pense. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai effacé, espèce de réflexe inconscient. Euh, mais voilà, donc ça s'est passé dans l'autre sens en fait. Et après, j'apprends que alors les deux premiers sont plutôt fidèles au bouquin et les deux derniers auxquels j'ai participé où j'ai fait moi, enfin, voilà, j'ai fait changer pas mal de trucs parce que je pensais à la narration, pas du tout au bouquin. Alors voilà, je vois des messages, on me le dit. Les deux derniers n'ont rien à voir, mais on retombe quand même sur nos pieds vis-à-vis de la fin du livre. Je sais pas, je l'ai pas lu, mais il paraît que oui. Voilà. Comment tu travailles avec Elodie, l'enfant qui incarne Emma, pour créer la psychologie de son personnage et son rôle presque mutique tout au long de la série ? Alors, ça c'est un poil. En fait, j'ai une théorie qu'on est pas mal de réal à partager, c'est que qu'on parle d'enfant ou pas, hein, la direction d'acteur, elle se fait au casting. Quand je travaillais avec Jacques Audiard, il m'avait dit ça un jour, il m'avait dit tu peux te tromper partout, sauf au casting. Parce que quand tu te trompes au casting, d'abord, tu prends un risque sur le film, et en plus, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que les acteurs te donneront jamais ce que tu veux, et eux vont souffrir parce que ils seront jamais, ils n'y arriveront pas, quoi. Et c'est vraiment à cette étape-là. Donc, sachant cela, qui est un truc que j'ai toujours gardé à l'esprit quand je travaille, quand je fais du casting, en fait, euh, se pose la question du casting des enfants. Le casting des enfants, c'est un truc très particulier. Moi, j'ai fait plusieurs films avec des enfants, euh, dans des rôles très importants, très présents, que ce soit dans mon premier film. Dans mon deuxième film, ça a été encore pire, parce que j'en avais 25 sur le plateau en permanence, dans une boîte de conserve en métal au milieu du désert marocain. Donc ça c'est assez chaud à faire, mais on s'est bien marré, les enfants ont bien rigolé. Je pense, hein, tout ça n'engage que moi, parce que je pense que chaque réalisateur, c'est comme chaque acteur, hein, chaque acteur a sa méthode, bah, le réalisateur, ça doit être pareil. Euh,
je pense que il y a deux manières de caster les enfants. Soit tu as beaucoup de chance et tu tombes sur un enfant acteur. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Quand j'ai travaillé au Canada et aux États-Unis, j'en ai trouvé. Enfin, c'est autre chose. Ils sont formés, ils travaillent, on dirait des professionnels, hein. En France, c'est un peu différent. Et sans doute heureusement, parce que la protection de l'enfance est quand même bien développée, et c'est surtout pour ça. Donc, moi, je suis un ancien enfant acteur, hein. J'ai commencé comme ça. Donc, je, 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 je fais assez attention. Euh, donc, soit on a un enfant formé. En général, il est un peu formaté. C'est-à-dire qu'il y a un type de jeu, parce que pour jouer, il faut avoir une certaine conscience de soi, il faut avoir une conscience du personnage et savoir qu'on endosse un rôle. Enfin, ça demande une certaine maturité pour comprendre la façon dont ça fonctionne. Donc, très souvent, donc ça, je mets ça à part. Mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde des enfants et on cherche ce qu'on appelle une nature. On cherche l'enfant qui ressemble plus à l'enfant qui doit être dans le film ou la série. Et puis en gros, on lui dit apprends ton texte et on le fait jouer soit toi. Voilà. Qui peut donner des bons résultats. Moi, je suis pas très. Enfin, ça m'est arrivé, ça a marché, des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché. Il se trouve que dans le cas d'Élodie, c'est très très particulier. Je vois pas mal d'enfants, avec Julie Gand aussi, la directrice de casting, euh, et on a tout essayé, hein. J'ai vu des triplés, parce qu'en plus, on a un problème quand on tourne avec les enfants, c'est qu'on a des laps de 4 heures. Donc, on ne peut pas faire plus. Ou je crois que non, c'est 3 heures avec 1 heure en plus de dérogatoire. Euh, et donc, dans ce cas, on caste d'autres enfants pour les contre-champs, comme ça. En gros, dans la série telle qu'on la voit aujourd'hui, à chaque fois qu'Élodie est de dos, bah, c'est pas Élodie, en fait. Elle avait deux doublures du même âge qui lui ressemblaient un peu. Mais j'ai vu des triplés à un moment aussi pour ça, pour pouvoir jouer. Et voilà, bon, elles jouaient pas, elles avaient pas le niveau, donc on a laissé tomber. Puis c'est une drôle d'idée quand même. Euh, Élodie, voilà, elle est arrivée. Et en fait, j'ai vu tout de suite un truc, hein, c'est que naturellement, d'abord, elle comprenait ce qu'elle faisait. Deuxièmement, elle était là parce que ça l'amusait. Ça, c'est un des trucs les plus importants parce que très souvent, il y a des enfants qui se pointent. C'est les parents que ça amuse et pas les enfants. Et ça, il faut faire hyper gaffe parce que dès qu'on est en tournage, ils souffrent. C'est terrible. Ils n'ont pas envie d'être là et ça, on ne peut rien faire contre. Euh, Là, je me retrouve avec une petite fille qui, quand je lui dis de jouer une scène en version triste, elle le fait. Et si je lui dis tout de suite après, joue cette scène en version très heureuse, elle le fait. C'est-à-dire qu'elle comprend ce que c'est qu'une intention de comédie, de jeu. Et ça, enfin, je vais dire comme Lola, comme David, comme tous les autres. Et ça, c'est excessivement rare. C'est vraiment un bijou. Pourquoi? Je sais pas, très bien. Elodie, elle est fan de flamenco. Elle a une espèce de facilité avec les arts. Donc, voilà, c'est arrivé comme ça. L'éducation de ses parents. Donc, après, il n'y a plus qu'à lui expliquer ce que c'est qu'un tournage, une caméra, pourquoi on tourne dans un sens, et puis après on tourne dans l'autre sens, pourquoi on répète, pourquoi on recommence, etc., etc., etc. Et ça, elle a intégré tout ça hyper vite, donc c'était un vrai bonheur. Une fois sur le plateau, Elodie, elle n'est pas différente de Lola et David. Elle se fatigue un peu plus vite, c'est tout, quoi. Mais elle n'est pas différente de David, Lola, Alison et Michael et Hubert. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est un plaisir pour les autres aussi. C'est un plaisir pour Lola, et elle en parle assez bien, Lola, dans les interviews. C'est un plaisir pour elle et ouais, pour tout le monde, quoi. Voilà, donc voilà, c'est la partie Élodie qui est toujours un sujet quand on tourne avec des enfants, hein, parce qu'il y a un dicton dans le cinéma, c'est pas les animaux, pas les enfants, pas dans l'eau. Là, on avait les animaux et les enfants dans Je sais pas. Voilà. Ça a été plus compliqué avec le renard qu'avec Élodie, ça c'est sûr. Mais c'était un plaisir. Et puis, elle est très rigolote, elle comprend ce qui se passe. Enfin voilà, on a bien rigolé. Enfin voilà, elle est marrante, quoi. Et elle a le truc des grands. Elle est capable d'improviser. Ce qui a 6 ans veut dire que elle peut se projeter dans une scène. C'est-à-dire elle voyait que quand la scène était finie, si on continuait, elle voyait que ça continuait, donc elle restait et voilà, et elle participait à l'impro quand il y en avait une. Ça va, ma grande? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es perdu dans la forêt?
Je sais pas. Tu t'es fait mal? C'est le foulard de Jade, ça. Tu l'as vu dans la forêt? Je sais pas. Tu sais, ma puce, ça arrive de blesser quelqu'un. Et de se perdre en forêt aussi. Est-ce que t'as pris Emma par les poignets récemment? Quoi? Tu as tué la maîtresse? T'es une sorcière en fait. Jade, elle est diabétique. Je sais même pas si elle a son insuline. Faut le dire à ta fille, hein, ça va peut-être la faire parler. Diabétique, ça peut rester combien de temps sans ces médicaments? Tu crois qu'Emma aurait pu faire quelque chose à Jade? Qu'est-ce que tu veux qu'une gamine de 6 ans fasse à une adulte? Emma, faut que tu me parles. Dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi t'as rien dit? Tu comprends que c'est important? Je sais pas. Je sais pas. Votre petite fille n'a que 6 ans, c'est vrai. Mais elle est bien plus coriace que la plupart des adultes qui viennent ici. Je crois qu'elle a fait quelque chose. Pourquoi elle dit rien? T'as le droit de pas se souvenir. Hein. Si seulement tu m'avais parlé avant. Il y a d'autres choses comme ça que vous avez oublié de me dire? J'ai fait une grosse bêtise. Une série en 4 épisodes, actuellement disponible en intégralité gratuitement sur la plateforme France.tv. Tu le disais, du coup, tu reçois les scénarios qui sont déjà terminés. Comment est-ce que tu les reçois et surtout, comment est-ce que tu te réappropries ces scénarios pour donner ta vision sur la réalisation de la série? Ils sont déjà à l'écriture. Alors, ils sont à l'écriture sur le 1 et le 2. En plus, il y a maintenant, on travaille. Alors, quand on travaille pour France 2, France Télé, on travaille par soirée. Donc, on sait que le cliffhanger, alors si on est on va dire sur 4, on sait que le cliffhanger du deuxième épisode est beaucoup plus important que tous les autres. Parce que c'est ce qui va ramener les gens sur la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine. Et donc, sur une 6 épisodes, c'est le 2 et le 4 sur lesquels on fait le plus gaffe. Mais on travaille comme ça par soirée. Maintenant, moi, ils étaient à l'écriture, donc j'ai pas eu beaucoup de travail de conception. Ils étaient déjà écrits comme ça par Olivier. Donc, moi, ce que j'ai eu à faire, c'est insister sur le truc. Alors, il faut que je fasse gaffe à pas spoiler, mais disons que le cliffhanger du 2, qui était comment je vais expliquer ça? Sans dire ce que c'est, qui est une typologie de scène très particulière, qui n'est pas facile à tourner. Elle était beaucoup plus longue et beaucoup plus osée que ce qui a été monté au final. Voilà. Ouais, on a décidé. Non, mais c'était un truc qu'on avait mis au point avec Lola et Hubert. Et en fait, c'était tellement osé que, puisque ça terminait par un regard caméra de Lola, ce qui était extrêmement dérangeant en fait. Voilà, avec la chaîne, on a dit ouais, non, c'est un peu too much. Voilà, c'est un peu trop pour du 20h50, 21h. Un lundi soir, c'est un peu too much. C'est pas, voilà, c'est pas une série Canal. Place à la séquence express. Assurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Une réplique de film que tu pourrais citer par cœur. J'en ai 12 en fait qui me viennent. Oui, I'm too old for this shit. L'arme fatale. Je suis franco-canadien, hein, donc ça me vient en anglais. Ici, et il y en a une autre, c'est Heath Ledger dans le Dark Knight, à la fin quand il dit And here we go. Et c'est aussi la rythmique qu'il met dans la réplique. Ouais, moi, des répliques de cinéma, j'ai jamais des répliques très longues. C'est des ponctuations qui me restent. Tu vois, voilà. L'arme fatale, I'm too old for this shit, c'est quand même, c'est une super. Voilà. Un cinéaste, un acteur ou une actrice qui te fait aller voir son film les yeux fermés. Spielberg. Ouais, Spielberg, parce que c'est toute mon enfance. Et puis c'est un des cinéastes qui me donne envie. Tu vois, j'aurais dit Brian De Palma, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de film et il en fera sans doute plus. Et puis les derniers étaient tellement mauvais que je suis pas sûr. Mais voilà, ça fait partie des cinéastes qui oui. Il n'y a plus trop d'acteurs où je me dis, voilà. Comme à Belmondo quand j'étais petit où on y allait. Alors, Belmondo, c'était écrit plus gros sur les affiches que le titre du film. Donc, c'est ce qu'on allait voir Bebel. On n'allait pas. Voilà. Non, Spielberg. Aujourd'hui, ouais, Spielberg et Fincher. Ouais, je dirais ces deux-là. Je suis désolé, c'est pas des Français. Est-ce que tu te souviens le premier film que tu aies vu? C'est le Livre de la jungle. Au cinéma. Au cinéma, c'est le Livre de la jungle.
Et le premier film live action avec des acteurs que je vois au cinéma, c'est Rien que pour vos yeux, le James Bond, qui est un des pires, qui est vraiment un des pires des 27, ils en sont à 27, 28, des 28 films, même 30. Je trouve que c'est vraiment le pire. Il est regardable aujourd'hui. Mais je sais que ça a changé ma vie, quoi. Un film que tu aurais aimé découvrir sur grand écran plutôt que chez toi. Train Dreams sur Netflix. Ouais, vraiment. Ça, je me suis vraiment dit, merde. Ça, c'est un film qui doit être vu en salle. Et pourtant, je suis pas du tout, comme contrairement à beaucoup d'autres, un ayatollah de la salle. Je pense que la plupart des gens maintenant ont des grands écrans, ils ont des systèmes de son plutôt bien foutus. Voilà. Comme je suis pas un ayatollah de la pellicule. Est-ce qu'il y a un film que tu recommandes toujours autour de toi? Ouais, Les Incorruptibles. Le film où quand tu le vois, tu te dis merde, j'aurais adoré participer à ça. Les Incorruptibles. Une comédie que tu aimes particulièrement. Ah, ça, c'est plus difficile. Un poisson nommé Vanda. Je pense qu'on n'a pas. Ouais, ouais, je connais. Ouais, je crois que je connais rien de plus drôle. C'est un peu démodé, c'est un peu vieux, mais je le vois que si je le montre à mes enfants, ça déclenche le même phénomène d'hilarité qui ne s'arrête pas. En même temps, un film hyper osé et hyper intelligent, quoi. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Tu es plutôt popcorn sucré ou salé? Allez. Il y a même pas discussion. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le plat que tu rates à tous les coups. Le plat que je rate à tous les coups. Euh, Parce que je cuisine beaucoup, j'adore ça. Ouais. Putain, que je rate à tous les coups. Alors, je m'arrange pour pas le rater. Oui, c'est mieux. Je sais que j'ai un problème sur la cuisson du saumon. Ok. Ouais. Parce que ma femme adore le saumon, on en fait pas mal. Et à chaque fois, en fait, j'ai une tendance à trop le cuire. Voilà, parce que moi, ça me gêne pas trop. Mes enfants, ils préfèrent quand c'est plutôt cuit. Ouais, je suis pas très. En fait, en bon nord-américain, je suis pas très doué avec les poissons. Voilà, parce que c'est pas culturellement, on n'est pas habitué. Voilà, j'ai grandi à Montréal et à Montréal, c'est pas une grande ville de poissons. Bon, il y a des grandes villes au Québec, hein, quand on va vers l'est, mais voilà, je suis pas très fort en poisson. J'aimerais. Mais écoute, je t'accueille pour formation quand tu veux. Absolument. Au contraire, le plat que tu cuisines le mieux. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai un classique qui est la pasta carbonara. Oui, parce que moi je pousse le lardon, il faut qu'il soit très très croquant. Enfin voilà, nord-américain, donc on aime le bacon épais et croquant. Parce qu'il y a toute une histoire, hein. Je pourrais te faire un exposé sur la carbonara, parce que je connais bien l'histoire du plat, qui, contrairement à ce que les gens pensent, est un plat extrêmement moderne, puisqu'il vient des GIs américains quand ils ont débarqué en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'était une façon dont les Italiens avaient vu ils avaient des sachets à petit déjeuner avec des œufs brouillés, lyophilisés. Et en fait, les Italiens qui avaient plus rien à bouffer, parce que c'était la guerre, ils leur donnaient leur ration et bon, ils trouvaient ça dégueulasse. Et donc, ils ont eu l'idée de mélanger les œufs lyophilisés avec du lait ou de la crème fraîche et mettre de la pancetta dedans. Contrairement, parce que celui où on dit non, en fait, c'est le blanc de l'œuf qui fait la sauce, ou la sauce des pâtes qui fait la crème. Ça, c'est venu après. Ou c'est un autre plat qui a un autre nom, qui est un plat sicilien. Mais ouais, je suis hyper calé. Donc il y a la carbonara et je suis un aficionado du roast beef, d'un bon rôti de bœuf, sur lequel c'est un truc que m'a appris ma maman. Alors je le fais pas souvent. Tu prends de la moutarde en poudre, la Ok. Coleman's, que tu achètes en poudre, que tu mélanges avec de l'huile d'olive Ok. en masse, et après, tu recouvres ton rôti de ça, à la main. Vraiment, tu le mets dessus, puis après, tu malaxes, hein, Ok. et tu fais cuire comme ça. C'est absolument délicieux. Ok, je note ça tout de suite. Ouais, voilà, non, non, ouais, le roast beef, c'est un truc. Voilà, j'ai un boucher qui me connaît, qui fait maintenant très attention à ce qu'il me donne, euh, et que j'accompagne toujours de frites de patates douces. J'adore. Bien salé, ouais. Et ouais, ça a beaucoup de succès auprès des enfants et voilà. Et moi, alors j'en fais presque un par semaine. Ah oui. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Le lundi ou toutes les deux. Non, on va dire toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Ouais, mais parce que mes enfants adorent, donc tu sais, la répétition.
Donc, je pense que ces deux-là, c'est mes grandes réussites. C'est pas très léger, hein, on est sur du lourd, mais, C'est ça qui est bon aussi. voilà. Ah, mais, évidemment. Et je lance du coup direct la création d'un podcast cuisine qu'on co-animera tous les deux. Absolument, mais je suis pas assez fort. Ton plat préféré? Mon plat préféré, bah, j'ai envie de dire les carbonara, parce que je reste partout où je vais, en fait. Dès que je vais à l'étranger et qu'il y en a à la carte, je le commande pour faire des comparatifs. J'ai ça avec les carbonara et le Paris-Brest. Donc, je suis un aficionado. Donc, dès que je vois qu'il y a un Paris-Brest dans une carte, je le commande. Je suis très souvent déçu d'un Paris-Brest, moi, par ailleurs. C'est hyper dur, moi aussi. C'est hyper dur. Un des meilleurs que j'ai mangé, c'est à La Rochelle, Ok. où il y a un magasin qui ne fait que ça. Il y a une pâtisserie qui ne fait que du Paris-Brest. Voilà. Ce qui est étonnant que ce soit à La Rochelle, mais pourquoi pas. Voilà. Donc à chaque fois que je vais au festival, je fais un tour par cette pâtisserie. Fred, il est l'heure, tu vas pouvoir découvrir le message qui t'est destiné. Je te laisse l'écouter de suite. Coucou Fred, c'est Elodie. Attends, la première fois que l'on s'est rencontrés, c'était lors du callback, pour je sais pas. Je me souviens que l'on a beaucoup rigolé. J'en garde un très bon souvenir. Je voulais te remercier pour m'avoir fait confiance pour le rôle d'Emma. J'ai adoré l'interpréter. Le jour de la première lecture a été pour moi le début réellement de cette première expérience que tu m'as offerte. Tu m'as dirigée avec beaucoup d'attention. Sur le plateau, à chaque fois que j'arrivais, on se faisait notre check. Ça me mettait tout de suite à l'aise et prête pour la journée. Tous tes conseils de jeu m'ont beaucoup aidé et continuent encore aujourd'hui de me soutenir pendant les castings. Merci Fred. Ton travail et ton courage à réaliser et à participer au montage d'une série comme Je sais pas méritent vraiment le succès d'aujourd'hui. Trop content de te connaître. J'espère que j'aurai un jour la chance de travailler de nouveau avec toi. Je te fais de gros bisous et j'espère à très vite Fred. Bah, bien sûr, à très vite. Ah, c'est sympa. C'est vraiment rigolo. Elle a raison, c'était un vrai. C'est marrant parce que le callback, on l'a fait, comme la série est produite par Media One, le callback, on l'a fait dans les studios de C'est à vous. Et donc c'était marrant parce que le plateau était éteint, donc et en même temps on dirait un appartement, donc il y a un truc très étrange. Et il faut faire très attention parce qu'il y a plein de trous, parce qu'ils ont des caméras automatisées sur rail, donc il y a enfin voilà, on peut vraiment se péter la gueule. Ouais, et la première lecture, c'est là où elle a lu avec Lola et David et où je lui faisais changer d'intention à chaque on va dire pas prise, mais à chaque relecture. Et c'était assez formidable, quoi. Donc voilà, on a vu son potentiel. Message donc d'Elodie, la jeune fille qui incarne Emma, et ce message a bien évidemment été récupéré grâce à la maman d'Elodie, que je salue si elle passe par ici, et qui a validé bien sûr son utilisation. Comment tu mets en œuvre le final de la série? Alors attention, peut-être spoiler, comment tu mets justement tes acteurs au milieu des flammes? Comment ça se construit? Ah, oui, tu parles de ça. Il se trouve que je me suis aperçu, enfin, c'est un truc que j'aime bien faire, mélanger les flammes quand il pleut. Puisque je l'avais fait sur le final de Machine, d'une manière totalement différente. Mais on avait une scène de baston où il pleuvait, voilà, le décor prenait feu et il pleuvait en même temps sur les deux acteurs principaux qui se battaient au milieu de tout ça. Alors là, je vais pas te cacher, ça a été très compliqué. D'abord, parce qu'on a eu plein de problèmes. L'artificier avec qui je travaille d'habitude n'était pas libre. Donc autant dire que normalement ça se passe très très bien. Là, c'était donc un peu plus compliqué, on se connaissait moins. Donc on a tenté plein de trucs et je voulais, alors c'est hyper, enfin tu sais, tu rentres vraiment dans des détails complètement absurdes. Je voulais des flammes qui montent derrière leur tête, sachant que ils commencent la scène debout, mais ils la terminent, ils sont tous les deux à genoux. Pour donner l'impression, donc il faut un mur de flammes que tu puisses maîtriser. C'est ce qu'on appelle des rampes à gaz, qui sont des tuyaux en métal que tu peux déformer et dans lequel il y a plein de petits trous et il y a du gaz, on allume. Sauf que faire des flammes qui montrent, parce que en fait, s'ils sont en bas, si tu veux filmer pour que derrière il y ait un mur, vu l'axe, le mur il doit monter à 3 mètres en fait, il doit être beaucoup plus grand. Un mur de flammes de 3 mètres, c'est très très compliqué à faire, ça consomme beaucoup beaucoup d'énergie. Et franchement, on a essayé tellement de trucs. On a même fini à un moment, le gars est arrivé avec des bidons de kérosène et il a balancé une baguette et il nous a fait un geyser de flammes. Mais le truc faisait
40 mètres de haut. Et juste pendant la démo, il s'est mis à pleuvoir du kérosène sur le plateau. On était en extérieur et on était tous là. Il y avait des gouttes qui retombaient sur nous. Donc on s'est dit, OK, ça va pas le faire. Alors, on a essayé une tonne de trucs. En plus, il y avait eu une tempête la veille. Donc, c'était une journée où on avait cumulé des scènes de la veille. Enfin, c'était une journée à rallonge. Enfin, bon, c'était un enfer. Et en plus, tu sais, je voulais qu'il y ait des étincelles qui se baladent. Donc, il y a un ventilo qui tourne avec du bois qui brûle devant pour envoyer des étincelles sur les acteurs qui doivent gueuler parce qu'ils ne s'entendent pas parce que le ventilo fait trop de bruit. Je ne parle pas d'un petit ventilo de salon. Hein. C'est des turbines. Un cauchemar. Et vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, au bout de la 3e prise, il n'y avait plus de voix. Donc, comme on avait fait des plans larges, on a retourné une partie de cette scène en studio où là, tout était très maîtrisé pour les gros plans. Et on a refait la scène avec des gros plans. Où là, c'était vraiment très facile. Et mon artificier est revenu. Et donc, avec lui, on a tout mis au point. C'était beaucoup plus facile et beaucoup plus maîtrisable. Et avec des rampes à eau qui faisaient pleuvoir, comme on le voit dans la série. Donc, à la conception, encore une fois, c'est un truc dont tu as l'idée en à peu près 7 secondes en disant « Ouais, ça va être super. Les gars, j'ai une super idée. » Tu annonces ça à ton équipe, ils te regardent en disant « Ouais, alors... » Ça va pas être si simple que ça. Et à la réalisation, à la fabrication, c'est un cauchemar. Quand je l'avais fait sur machine, c'était un poil plus simple parce qu'on était en intérieur. Donc, l'environnement était maîtrisé. Mais sauf que sur machine, en même temps, simultanément, on avait des tonnes d'explosions. Sauf que quand tu es en intérieur, l'oxygène, tu as la tête qui se met à tourner parce qu'il n'y a plus d'oxygène, en fait. Donc, entre chaque prise, il faut tout ouvrir, tout aérer. Plus un truc qu'on n'avait pas prévu, c'est que quand tu fais pleuvoir sur les acteurs, ce qui est une connerie, évidemment qu'on aurait dû y penser, mais on avait tellement d'autres problèmes, surtout quand ils font du combat, c'est que le poids de leur costume à éclot, il triple après la première prise. Donc autant me dire que c'était... Voilà. Donc tu découvres à chaque fois. Non, la scène, mon idée, c'était d'avoir une scène pour les plonger en enfer et où ils font un choix de vivre de vie ou de mort sur eux-mêmes. C'est la symbolique de la scène finale de Je sais pas. De est-ce qu'ils décident de s'en sortir ou pas, si c'est possible. Est-ce que le pardon est possible? On peut s'attendre à quoi pour toi après? Est-ce que tu as déjà d'autres projets sur lesquels tu bosses et dont tu peux parler? Non, alors je peux pas trop... Non, parce que j'évite. Donc on discute de séries. Mais là, je voudrais repartir dans un format de long métrage. Ok. Voilà, donc un film de 90 minutes, 120 minutes max. Je suis très très contre les films de 3 heures. Mais voilà, revenir avec un peu pour un temps. Hein, j'ai enchaîné 5 ou 6 séries d'affilée. Je voudrais faire un truc plus ramassé. On restera dans l'ordre du thriller, ça c'est assez évident. Et pour rappel, donc la série Je sais pas, actuellement disponible en intégralité et gratuitement sur la plateforme France.tv. Également retrouvez l'interview d'Élodie, disponible dès ce mardi 28 avril. Fred, merci infiniment pour ton temps, merci pour ta confiance, merci de t'être prêté au jeu. Et c'est moi. Je l'espère à bientôt et puis bonne continuation. Ouais, merci. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.